Bonjour à tous. Je vous propose de revivre l'audition de Claire Hédon, défenseur des droits, par la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques en matière de santé mentale et de handicap. Selon elle, en France, le droit à la santé est loin d'être garanti de manière équitable. Regardez. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Je vais peut-être être un tout petit peu plus longue que 15 minutes sur le propos introductif, mais évidemment je laisse du temps pour répondre à vos questions. Je vous remercie vraiment et je suis heureuse de pouvoir m'adresser devant vous et devant cette commission d'enquête. Une précision sur l'institution du défenseur des droits et ses missions, parce que la question des droits des personnes handicapées traverse l'intégralité des missions de l'institution. Ces 5 domaines de compétences: droit des usagers de services publics. Vous savez bien que les personnes handicapées, justement, peuvent avoir des besoins CAF, allocation adultes handicapés. La question de la lutte contre les discriminations, et j'y reviendrai plus longuement. La question de la protection des droits des enfants, pareil, c'est une partie sur laquelle je reviendrai. Nous sommes aussi en charge de la déontologie des forces de sécurité. La façon dont les personnes en situation de handicap peuvent être accueillies en commissariat nous préoccupe aussi. Et évidemment aussi la protection et l'orientation des lanceurs d'alerte. Nous avons des lanceurs d'alerte dans le domaine du handicap. Donc vous voyez comment cette question des droits des personnes handicapées traverse l'intégralité de l'institution, à la fois sur la partie traitement des réclamations, protection des droits dans les 2 missions qui nous sont confiées, mais aussi promotion des droits et des libertés. Et du coup, là, vous avez 2 pôles qui représentent une partie traitement des réclamations et l'autre partie plutôt promotion des droits. Et puis, vous savez aussi que nous sommes chargés du suivi de l'application de la CIDPH, qui a été ratifiée par la France en 2019, et nous produisons des rapports parallèles quand la France est auditionnée par l'ONU sur l'application de cette convention. Je reviens sur la question du handicap. À ce jour, la question de la discrimination et du handicap. C'est le premier motif de saisine en matière de discrimination. Quand je dis ça, vous savez que c'est parfois interprété comme ça voudrait dire qu'au niveau de la France, le handicap est la première source de discrimination. Je ne pense pas qu'on puisse faire ce raccourci-là. Ce qui est très frappant, c'est que ça fait plusieurs années que c'est le premier motif de saisine en discrimination. Donc en 2024, sur les 5679 saisines adressées aux défenseurs des droits en matière de discrimination, 22% concernaient le handicap, dont donc 1249 réclamations au total. Et ces discriminations s'exercent dans de nombreux domaines, évidemment la question de l'emploi, mais aussi de l'accès des enfants en situation de handicap à la scolarisation, à la santé, à la justice, aux loisirs, au sport et à la culture. Et là-dessus, l'institution, c'est en fait un observateur privilégié des carences des politiques publiques en matière de santé mentale. Je dis toujours qu'on est un très bon observatoire de ce qui ne va pas. Je ne vois pas tout ce qui ne va pas, mais je vois un certain nombre de difficultés qui sont assez révélatrices. Et puis, notre institution est aussi saisie de situations, pas seulement qui impliquent des adultes, mais aussi des mineurs. Et nous sommes aussi chargés du suivi de l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant en France, qui dit aussi un certain nombre de choses sur le handicap. En 2024, 15% des 3073 réclamations individuelles relatives aux droits de l'enfant portaient sur des questions de santé et handicap. On ne fait pas forcément la distinction. Et votre commission d'enquête souhaite mettre en lumière les défaillances des politiques publiques en matière de handicap et de santé mentale, ainsi que leur coût pour la société. Je voudrais revenir sur cette question du coût. Mon institution, elle n'a pas vocation à faire une évaluation strictement comptable de ces défaillances. Nous, notre approche, elle relève surtout d'un souci d'efficacité et d'effectivité des droits dans le parcours de vie des personnes. Et je dis souvent que nous, on voit en fait l'écart entre le droit annoncé et son effectivité. Mais je n'ai pas de doute que ces défaillances que vous mentionnez génèrent un coût social important. Et je constate aussi que germe dans le débat public l'idée selon laquelle assurer l'effectivité des droits fondamentaux représenterait un coût financier trop important. Au mieux, il faudrait les limiter, au pire, il faudrait y renoncer. Et j'ai pourtant la conviction que vos travaux permettront justement de démontrer exactement l'inverse. Surtout en ces temps d'incertitude budgétaire, c'est le non-respect des droits fondamentaux qui entraînera à terme un coût élevé pour la société.
Mon propos va s'articuler autour de 2 points. Un point plus sur la santé mentale dans lequel je ferai une distinction sur les majeurs et les mineurs, et un point plus large sur la prise en charge du handicap. Votre commission d'enquête, elle insiste sur la conjonction assez santé mentale et handicap, et je pense aussi qu'elle doit être pensée de manière articulée et ne pas les opposer, parce que finalement on va s'apercevoir qu'il y a pas mal de points communs. Donc je voudrais en revenir maintenant plus particulièrement aux défaillances des politiques publiques dans la prise en charge de la santé mentale, et je vais commencer par les personnes majeures. Vous avez les chiffres, et je pense qu'ils sont revenus plusieurs fois. Un Français sur 3 sera confronté à un trouble psychiatrique au cours de sa vie. La crise sanitaire liée au Covid-19 a même augmenté, a aggravé la situation. Et la réponse des pouvoirs publics reste insuffisante. D'abord en quantité, des offres de soins trop faibles, des capacités d'hospitalisation limitées et des déserts médicaux, et notamment, et j'y reviendrai, en pédopsychiatrie. Il y a aussi le fait que le système est mal organisé et cloisonné entre le sanitaire et le médico-social. Et on le voit particulièrement sur les difficultés en protection de l'enfance. On sait que le secteur de la psychiatrie peine à recruter. Les besoins augmentent, mais les moyens stagnent, et ce décalage ne permet plus aux soignants d'exercer leur mission dans des conditions dignes, ni pour eux, ni d'ailleurs pour les patients. À travers les réclamations que notre institution reçoit et les témoignages qui me parviennent, je constate des atteintes graves et répétées aux droits fondamentaux. Le droit à la santé est loin d'être garanti de manière équitable. Les patients sont confrontés à de nombreux obstacles, des délais d'attente excessifs pour obtenir un rendez-vous, des ruptures de soins fréquentes des patients qui se retrouvent en errance sanitaire et des inégalités territoriales criantes. Et à ce titre, ce sont les personnes les plus précaires qui en souffrent le plus. Je voudrais insister là-dessus justement sur la santé mentale des personnes détenues qui se dégradent faute d'un accompagnement adapté. Vous savez qu'en vertu de la loi organique, nos délégués sont présents dans tous les lieux de détention pour les droits des personnes détenues. Nous avons aussi mis en place une plateforme, le 3141, un numéro d'appel gratuit pour les détenus. Et je voulais vous donner quelques chiffres. Entre juillet 2024 et juillet 2025, 7,6% des appels reçus sur cette plateforme concernaient des difficultés d'accès aux soins ou des problématiques de santé, ce qui fait au total 1065 appels. Et par ailleurs, 106 autres appels ont porté spécifiquement sur l'expression d'un risque suicidaire. Les pathologies et troubles mentaux, on le sait, sont surreprésentés en milieu carcéral pour 2 raisons principales. La politique de désinstitutionnalisation conduite en France ces dernières années, qui s'est en fait traduite par une diminution importante de la capacité d'accueil dans les services hospitaliers et psychiatriques, sans pour autant développer des services de proximité qui puissent prendre le relais, et la diminution constante du nombre de personnes déclarées irresponsables pénalement qui, de ce fait, se retrouvent en établissement pénitentiaire. Or, en fait, ces structures ne sont pas un lieu de soins, et maintenir une personne en détention alors qu'elle devrait être prise en charge dans une structure de soins revient à lui infliger des traitements inhumains, comme l'a souligné la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt GC contre France du 23 février 2012. Ces difficultés sont bien entendu exacerbées par une surpopulation carcérale persistante et des conditions de détention inadaptées. Je déplore également l'absence de continuité des soins à la sortie qui augmente le risque de récidive. Les actions prévues dans la feuille de route santé des personnes placées sous main de justice pour 2024-2028 devraient permettre de mieux connaître et suivre l'état de santé mentale, la prise en charge des troubles psychiques de la population détenue afin d'améliorer la prévention et le parcours de soins. Et je serai très attentive à son suivi et je me réjouis que l'Assemblée nationale se soit saisie de cette question par la création d'une mission d'information sur justement l'évaluation de la prise en charge des troubles psychiques des personnes placées sous main de justice, et à laquelle mon institution avait d'ailleurs apporté une contribution. Et j'espère que les constats dressés par le rapport d'information trouveront à s'intégrer justement dans la feuille de route. Il est impératif que les ministères de la Justice et de la Santé renforcent leur action commune pour garantir un accès effectif aux soins, assurer une prévention digne et évidemment prévenir la question des suicides. Je voudrais en venir maintenant à la question de la santé mentale des mineurs.
Vous avez certainement vu les derniers chiffres de l'étude menée au printemps 2025 de l'Institut Montaigne, la Mutualité française et de l'Institut Theram auprès de 6 000 jeunes âgés de 15 à 29 ans en métropole comme dans les Outre-mer. Et je trouve que les résultats sont alarmants. 25% des jeunes souffrent de dépression. Ce chiffre atteint 39% en Outre-mer. En Guyane, c'est plus d'un jeune sur deux qui est touché, suivi par la Martinique, 44%, et Mayotte, 43%. Et ces données imposent une réaction urgente, puisqu'on sait très bien qu'une prise en charge précoce et rapide permet d'éviter une aggravation. Je voudrais d'abord, il y a plusieurs points sur lesquels je voudrais revenir sur la santé mentale des mineurs. En fait, on manque de données fiables. Et cette absence de données, ou quasi-absence, empêche une estimation juste du nombre d'enfants en attente de prise en charge, que ce soit sous forme d'hospitalisation complète, d'accueil en hôpital de jour ou encore de soins dans un CMP. Ça fragilise le pilotage de nos politiques publiques, ça entrave leur ajustement. Et un rapport de la Cour des comptes de 2023 sur la pédopsychiatrie met en lumière cette problématique. Alors qu'il est difficile d'obtenir des chiffres précis en raison du manque de données fiables, ce rapport estime qu'environ 1,6 million d'enfants et d'adolescents souffrent d'un trouble psychique. Et parmi eux, entre 50 et 53% bénéficient chaque année de soins en pédopsychiatrie sous différentes formes, ambulatoires, hospitalisation partielle ou complète. Et de manière plus générale, certaines données concernant l'offre de soins en santé mentale sont disponibles, notamment dans les projets territoriaux de santé mentale. Mais alors pour accéder à ces informations, il est souvent nécessaire de mener des recherches spécifiques par département, sans que ce soit agrégé au niveau de l'ensemble du pays. Ensuite, je constate que le secteur est également marqué par des inégalités en matière d'offres et une pénurie de médecins. Malgré les infrastructures qui placent la France dans la moyenne haute européenne, notre pays fait face à des disparités territoriales, à une saturation des dispositifs de soins qui mettent en péril la santé mentale de nombreux jeunes. La Cour des comptes a récemment rappelé que la politique du virage ambulatoire, qui vise à réduire le nombre de lits d'hospitalisation au profit de structures de soins en ville, a été appliquée de manière indistincte aux adultes comme aux enfants. Et ce choix a renforcé la place centrale des centres médicaux psychologiques infanto-juvéniles dans la prise en charge des jeunes. Et ces structures sont inégalement réparties. On en compte en moyenne 10 par département, mais il y a de fortes disparités territoriales. Certains départements urbains disposent d'un nombre suffisant de centres, tandis que d'autres, notamment en milieu rural, sont à la peine. De nombreux signalements de familles, de soignants, de travailleurs sociaux dénoncent un manque de place et un délai d'attente extrêmement long. On l'avait mis aussi en évidence dans notre rapport, dans nos décisions sur la protection de l'enfance, dans notre décision cadre. Dans plusieurs départements, il faut parfois plus d'1 an pour obtenir un rendez-vous en pédopsychiatrie. Et évidemment, cette attente est incompatible avec la prise en charge des troubles psychiques qui nécessitent une intervention rapide. Le second point sur lequel je voudrais insister, c'est que la prise en charge des enfants et des adolescents en psychiatrie sont parfois inadaptées. Je suis particulièrement inquiète de la prise en charge dans les services psychiatriques et particulièrement dans les hospitalisations d'enfants au sein de services psychiatriques adultes et j'y reviendrai. On l'avait souligné dans notre rapport Enfance et violences de 2019. Nous avons plusieurs décisions sur lesquelles je reviendrai dans ce domaine et la situation ne fait que s'aggraver depuis ce rapport. Et nous avons aussi, je voulais aussi attirer votre attention sur la situation d'enfants et d'adolescents en situation de handicap qui se retrouvent maintenus dans des structures psychiatriques, non pas en raison d'une nécessité médicale, mais par défaut de solutions d'accueil dans le secteur médico-social ou justement en protection de l'enfance. Je voudrais vous alerter aussi sur le recours à des mesures d'isolement et de contention qui concernent à la fois les mineurs et les majeurs. Trop souvent, les patients hospitalisés sans leur consentement ne sont pas correctement informés de leurs droits ni des voies de recours. Et trop souvent, le manque d'effectifs conduit à des restrictions injustifiées des libertés, limitation des déplacements, isolement abusif, recours excessif à la contention. Plusieurs rapports ont d'ailleurs mis en lumière de graves dysfonctionnements dans l'application du dispositif relevant des atteintes aux libertés individuelles et aux droits fondamentaux. Depuis 2011, la loi impose qu'un juge de la liberté et de la détention contrôle systématiquement toute mesure d'hospitalisation complète sans consentement pour les majeurs. Toutefois,
Dans la pratique, ce contrôle repose principalement sur l'avis médical et seuls environ 10% des décisions donnent lieu à une levée de la mesure. Et de plus, aucun contrôle judiciaire n'est prévu pour les soins ambulatoires sans consentement. Et par ailleurs, bien que la loi qualifie l'isolement et la contention de pratiques de dernier recours, leur usage reste trop fréquent, comme le signale régulièrement la CGLPL et le Comité contre la torture des Nations Unies. Dans notre rapport parallèle remis dans le cadre de l'examen du rapport initial de la France sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, nous avions considéré que malgré l'objectif du projet qui visait à prévenir les abus dans les placements et traitements involontaires, les mesures proposées s'avéraient dans les faits inefficaces et propices à des dérives. On recommande donc de rechercher de manière effective le consentement de la personne avant toute mesure d'hospitalisation ou de traitement médicamenteux, lui garantir l'accès à l'information sur ses droits et l'exercice des voies de recours. Rendre efficient le contrôle judiciaire dans le cadre des mesures d'hospitalisation contrainte et l'étendre aussi aux soins ambulatoires et mettre fin aux recours abusifs encore trop fréquents aux mesures d'isolement avec ou sans contention. Ça m'en vient à parler du cas spécifique des enfants et des adolescents hospitalisés en psychiatrie qui se voient imposer des mesures d'isolement et de contention, des mesures parfois motivées par un manque de personnel et sous prétexte d'assurer la sécurité des enfants. Lorsqu'un mineur est hospitalisé à la demande de ses représentants légaux, sans qu'il n'y consente lui-même, il est placé en fait sous le régime de soins libres. Or, dans ce cadre, les enfants ne bénéficient ni d'un cadre juridique suffisant, ni d'un contrôle du juge des libertés et de la détention, qui est pourtant garant de leurs droits fondamentaux. Ce contrôle du JLD est seulement accordé aux seuls patients hospitalisés en soins sans consentement. Aucune mesure de contention ou d'isolement ne peut être systématiquement imposée. Ces pratiques ne sont autorisées que de manière strictement limitée, en attendant soit la résolution de la situation d'urgence, ou dans l'attente d'une éventuelle transformation de son statut en hospitalisation sous contrainte. Je voudrais vous donner un exemple qui illustre mon propos. En février 2023, et on a rendu une décision tout récemment au mois de juillet, nous avons été saisis par une mère au sujet de la prise en charge de sa fille atteinte d'autisme sévère. Et cette mère déplorait l'absence de solutions d'accueil adaptées dans le secteur médico-social en raison du manque de places disponibles. Et faute d'alternatives, sa fille, qui était alors âgée de 15 ans, a été hospitalisée pendant plus de 2 ans dans un établissement psychiatrique au sein d'un service destiné aux patients adultes, et ça sans justification médicale. Du coup, durant cette hospitalisation, elle a été confinée dans une chambre d'isolement, verrouillée à clé. Elle y passait plus de 20 heures par jour. Elle était également déscolarisée et les soins somatiques nécessaires, notamment par exemple les soins dentaires, semblent avoir été négligés par l'équipe de l'établissement psychiatrique. Et cette situation doit nous alerter, parce qu'on a été alerté sur une situation, évidemment avec des conséquences dramatiques pour la santé des enfants, mais nous voyons plusieurs situations d'hospitalisation en secteur adulte, avec des conséquences dramatiques. La deuxième grande partie que je voulais aborder avec vous, je voudrais revenir sur quelques constats préoccupants en matière de politique publique sur le handicap. Je voudrais d'abord parler de l'éducation, qui reste souvent difficile pour les enfants en situation de handicap. La loi de 2005, il n'y a pas de doute, elle a apporté une véritable impulsion à la scolarisation des enfants en situation de handicap. Il y a eu des améliorations avec la loi de 2005 en nombre d'enfants scolarisés, il n'y a pas de doute, mais elle n'est pas encore du tout intégralement appliquée, cette loi de 2005, et à l'occasion des 20 ans, j'avais eu l'occasion de le dire. En 2024, sur les 5679 réclamations qui nous ont été adressées en matière de discrimination, 7% concernaient l'éducation et la formation. Et 30% des 3073 saisines relatives aux droits des enfants. Là encore, une très grande majorité des réclamations sont relatives à la scolarisation des enfants en situation de handicap. On avait fait un rapport en août 2022 où on avait souligné l'inadaptation des locaux, du matériel et des supports pédagogiques, les difficultés rencontrées dans l'aménagement des examens, et j'y reviendrai, la rigidité des programmes et l'insuffisance de la formation des professionnels. Et alors ces difficultés, en fait, elles se sont aggravées avec la hausse du nombre d'enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire. Et malgré la création de nouveaux
postes d'AESH chaque année. Chaque année, nous constatons qu'il en manque. Et à ce titre, si nous saluons l'adoption de la loi du 27 mai 2024 qui prévoit désormais, vous le savez, la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de la pause méridienne, son application, je ne sais pas si vous le savez, est très loin d'être effective. Je pense que vous en avez conscience. Depuis son entrée en vigueur, on constate des blocages et que le lien entre collectivité et mairie ne se fait pas. Des mairies se plaignent de ne pas avoir de réponse claire des académies. Une mairie a même renvoyé une famille vers l'académie sans lui apporter d'explication et refuse d'accueillir un enfant depuis juin 2024 pour des questions de sécurité, malgré les préconisations de la MDPH d'octroyer 8 heures d'aide humaine sur le temps méridien. Par ailleurs, depuis le mois d'avril, je tiens à vous signaler que nous recevons de nombreuses réclamations concernant des élèves ou étudiants en situation de handicap qui n'ont pas bénéficié d'aménagement lors des examens, alors que même qu'ils en ont disposé tout au long de l'année scolaire, sous le prétexte parfois assez paradoxal que leurs résultats étaient bons. Je rappelle que le droit à l'éducation est garanti par la Constitution et les conventions internationales et les aménagements des épreuves doivent se faire en cohérence avec les aménagements dont l'élève a bénéficié durant sa scolarité. Et selon nos recommandations, le médecin désigné par l'Éducation nationale doit motiver son avis et le rectorat ou le SIEC doit aussi justifier le refus. Le rectorat ou le SIEC n'est pas tenu par l'avis du médecin désigné par la CDAPH. Il dispose d'un pouvoir d'appréciation. Il doit prendre en compte tous les éléments qui attestent la nécessité d'un aménagement de preuve. Aucun seuil de gravité des troubles, qu'il s'agisse d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant, n'est imposé par le législateur pour évaluer la nécessité d'aménagement des enseignements et des examens. Et les juridictions administratives reconnaissent le bien fondé des aménagements demandés en cas de trouble 10 ou de trouble de l'attention. Et bien sûr, l'absence de nécessité d'aménagement ne saurait se déduire d'un bon niveau scolaire. Nous avons eu à faire plusieurs observations devant les tribunaux pendant le printemps et nous avons été quand même assez inquiets de l'augmentation d'un seul coup des réclamations de quelque chose qu'on voyait de temps en temps, mais pas de façon aussi importante. En deuxième lieu, nous constatons également dans nos réclamations que l'emploi, d'ailleurs, est le premier domaine dans lequel s'exercent les discriminations fondées sur le handicap. Je vous l'ai dit, en 2024, sur les 5679 réclamations qui nous ont été adressées en matière de discrimination, 22% concernaient le handicap et parmi ces réclamations, 21% concernent l'emploi privé, 24% l'emploi public. La question de l'emploi des personnes handicapées est essentiellement abordée sous l'angle de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Mais nous, ce qu'on observe dans les saisines, c'est que l'obligation d'emploi et l'objectif d'atteindre les 6% ne suffit pas à garantir l'égalité de traitement et la non-discrimination. Parmi les difficultés rencontrées, certaines sont assez récurrentes, dont l'aménagement tardif du poste de travail durant la période d'essai, ce qui empêche la personne en situation de handicap de démontrer ses compétences, ou alors le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail avec pour conséquence l'aggravation de l'état de santé ou du handicap et enfin le licenciement. Sur ces questions de travail, on insiste souvent sur la question de l'entrée dans l'emploi. Nous remarquons aussi beaucoup de difficultés dans le maintien dans l'emploi au moment de la situation de maladie de longue durée ou de handicap sur ce non-aménagement du poste de travail et sur le fait que les personnes sont licenciées ou poussées à la démission au bout du compte. En troisième lieu, et je constate que malgré les ambitions affichées par la loi de 2005 en matière d'accessibilité, les obligations légales sont encore insuffisamment mises en œuvre. Et l'accessibilité, c'est quand même une condition préalable essentielle à la jouissance effective des droits par les personnes handicapées, à leur participation à la vie sociale. Et le retard est toujours important pour la France en la matière. Je vais rapidement faire le tour de ces difficultés d'accessibilité. L'accessibilité des transports, d'accord, on l'a vu au moment des Jeux Olympiques. Cette mise en accessibilité des transports par la loi 2005 devait être faite dans les 10 ans. Il y a eu un changement de la loi qui s'est limité au seul point d'arrêt dit prioritaire. Ce n'est pas possible, il faut que ce soit l'ensemble des arrêts. La question de l'accessibilité des bâtiments d'habitation et de logement. Là-dessus, évidemment, on l'avait signalé au moment de la loi Elan, je m'inquiète
de l'assouplissement des règles, la question de l'accessibilité des lieux de travail. Je voudrais insister sur la question de l'accessibilité numérique. Avec la dématérialisation des services publics, ça a produit des effets ambivalents pour les personnes en situation de handicap. Ça peut à la fois faciliter l'accès, mais aussi entraver leur accès aux droits. La loi de 2005 impose l'accessibilité des services en ligne du secteur public. Pourtant, cette obligation est encore largement non appliquée. Selon l'Arcom, peu de sites de nos jours atteindraient 50% d'accessibilité et seulement 5% seraient totalement conformes aux normes. Dans notre rapport de 2022 sur la dématérialisation et l'inégalité d'accès aux services publics, on avait souligné le caractère peu contraignant du dispositif basé sur l'auto-évaluation. Et si je tiens à saluer les avancées de l'ordonnance du 6 septembre 2023 qui introduit des sanctions financières renforcées et confie à l'Arcom la responsabilité de contrôler et sanctionner les manquements. Mais je rappelle la nécessité de développer aussi des accueils physiques en veillant à la garantir l'accessibilité à tous les handicaps. Il en va de l'effectivité du principe d'égalité des citoyens devant le service public. En quatrième lieu, et je vais finir avec ça, je suis un peu longue, nous observons que les aides à l'autonomie s'avèrent insuffisantes et inégales. La loi 2005 a instauré un droit à la compensation des conséquences du handicap pour toute personne indépendante, de l'origine et de la nature de sa déficience, de son âge et de son mode de vie. Et 20 ans plus tard, les limites sont flagrantes. La loi de 2005 prévoyait notamment dans un délai de 5 ans, donc au plus tard en 2010, la fusion des différents régimes de compensation afin d'obtenir une réponse uniforme aux personnes handicapées, quel que soit leur âge. Et on remarque qu'à situation de handicap comparable, une différence de traitement persiste entre les personnes selon que leur handicap survienne avant 60 ans ou après 60 ans. Et la création de la 5e branche de la sécurité sociale dédiée au soutien de l'autonomie a été une avancée notable vers un décloisonnement des politiques publiques. Toutefois, cette mesure manque encore d'ambition et de moyens pour répondre adéquatement aux besoins des publics concernés. De même que la prestation de compensation du handicap, la PCH, qui est accordée aux personnes dont le handicap survient avant 60 ans, présente également des insuffisances évidentes. L'aide humaine se limite aux besoins essentiels, manger, se laver, s'habiller, excluant d'autres aspects de la vie sociale. Malgré une réforme en 2022 visant à mieux inclure les handicapés psychiques et mentaux, son application reste insuffisante selon les associations. Les aides techniques sont sous-financées et ne permettent pas toujours de couvrir les coûts d'acquisition des matériels. La PCH parentalité instaurée en 2021 est critiquée pour ses critères restrictifs et son forfait inadapté aux besoins réels des parents handicapés. Pour conclure, je voudrais juste réaffirmer l'engagement de mon institution face aux enjeux soulevés lors de ces auditions. Nous pouvons, concernant le handicap, commencer par l'essentiel, l'application pure et simple des textes votés par le Parlement. Trop de textes législatifs aussi sont en attente de décrets d'application. Et quant à la santé mentale érigée en grande cause nationale pour l'année 2025, elle nécessite une véritable prise de conscience collective. Et je pense aux jeunes qui rencontrent de plus en plus de difficultés. On ne peut pas les laisser sans réponse. Je vous rappelle qu'ils sont notre avenir. Je vous remercie. Merci pour ce tour d'horizon précis et large. Juste pour revenir sur la santé mentale, sortant d'une mission sur les urgences psychiatriques, je peux que conforter le diagnostic qui est fait et sur lequel tout le monde est d'accord en fait. Mais je voudrais juste faire une précision entre les troubles psychiatriques importants et les troubles psychologiques. Et je pense qu'il faut faire attention dans la prise en charge graduée et qu'effectivement, on a quand même une difficulté entre aussi l'approche et la prise en charge de ces jeunes, effectivement, et le repérage rapide, précoce dans les écoles. Tout le monde est d'accord sur les recommandations. Désormais, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles il faut passer à l'acte, je dirais, qui n'est pas suffisant malgré la mise en exergue de cette problématique avec la grande cause nationale qui va s'éteindre peut-être avec l'année et pour lequel on n'aura, à mon avis, pas avancé suffisamment.
Il y a une question que je voudrais vous poser par rapport au travail en silo entre le médical et le médico-social, pour lequel on a quand même beaucoup de mal à mettre en œuvre une prise en charge plus globale et une fluidité des parcours, et pour lesquels vous citiez des exemples. Effectivement, on a des jeunes qui ne sont pas au bon endroit, mais des adultes qui ne sont pas non plus au bon endroit dans les structures. Et comment est-ce qu'effectivement on peut améliorer ça ? Sur le handicap, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'avancées, je dirais, dans la scolarisation des enfants, puisqu'on repère aussi plus tôt, mieux, donc on a une augmentation, mais avec un problème d'aide et d'accompagnement insuffisant. Les AESH, c'est une difficulté aujourd'hui dans le recrutement, puisqu'il y a eu des améliorations sur la formation, les salaires, le temps presque plein, mais un problème de recrutement et d'appréciation et d'accompagnement sur des handicaps différents. Donc là aussi, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses avec un paramètre à réguler aussi, trouver un équilibre entre la demande des parents et le pourcentage accepté pour l'accompagnement des jeunes. Et je voudrais insister aussi, vous avez parlé beaucoup de l'emploi, les limites de l'emploi. Il y a quelques jours, je recevais France Travail sur le double accompagnement pour permettre à des employeurs de prendre davantage de personnes en situation de handicap, et notamment avec des troubles psychiques, qui sont les maladies invisibles et qui sont plus difficiles à inscrire dans l'emploi. Donc comment est-ce qu'on peut... C'est quelque chose qui marche mieux, l'accompagnement du handicapé et l'accompagnement de l'employeur, mais ça demande un peu de temps. Donc comment on peut aller au-delà de ça? Et une question sur les plus de 60 ans. Le handicap vieillissant, qui est aussi un problème en termes d'hébergement, en termes de financement, avec la déconjugalisation de la hache aussi, et le fait qu'on passe de situation de handicap à une situation de retraité, avec un financement différent et un accompagnement difficile, notamment dans les EHPAD. Donc, tu veux poser tes questions maintenant ou après ? Après, donc je vous laisse. Je vous réponds rapidement et puis ils pourront compléter. La question du manque de place en médico-social, très souvent quand l'articulation se passe mal, c'est quand même très fortement lié à un manque de place dans le médico-social. On l'a très fortement souligné dans notre décision sur la protection de l'enfance, et les situations qu'on a vues, la jeune fille dont je vous ai parlé, c'est évidemment parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de place dans le médico-social qu'on se trouve dans ce genre de situation. Donc la question du nombre de places est vraiment important. Sur la question de la... Et puis c'est aussi dans la question de la prise en charge pluridisciplinaire, les politiques d'aller vers et les échanges. En fait, on l'a aussi très fortement montré mais c'est valable pour le reste, dans la décision sur la protection de l'enfance. C'est quand même l'articulation entre les différents acteurs sur le territoire qui ne fonctionne pas suffisamment bien. Sur la scolarisation des enfants, je trouve que par exemple là, il y a une donnée qu'on n'a pas et que devrait pouvoir fournir l'éducation nationale. Sur les 520 000 enfants qui sont scolarisés, ils sont scolarisés combien d'heures ? Enfin, je veux dire, mais ce point-là est quand même juste absolument essentiel. C'est pas tout à fait la même chose si vous êtes scolarisé 1 heure que si vous êtes scolarisé à temps plein. Moi, il y a sur ce genre de données, je ne comprends pas comment on peut pas les avoir. Et c'est aussi une question de transparence. Je voudrais revenir sur la question des AESH. On avait recommandé une amélioration de la formation des AESH et aussi de formation commune AESH et enseignants pour justement l'articulation entre eux. Donc la question de la formation me paraît essentielle. Pour la question des employeurs, on est très frappé dans les décisions que nous rendons de la méconnaissance de l'employeur sur la question de l'aménagement raisonnable et de qu'est-ce que ça veut dire un aménagement raisonnable. Donc il y a une question de formation des employeurs là-dessus, et puis aussi du nombre de fois où l'employeur ne suit pas la préconisation du médecin du travail. Sur la question passage handicap retraite, nous, ce sur quoi on est aussi assez frappé, c'est les difficultés qu'il peut y avoir dans le passage de personnes qui se retrouvent sans rien, arrêt
d'une aide et passage à la retraite et des difficultés sur les pensions de retraite. Évidemment, je vous dis toujours, nous on voit quand ça va mal, mais on est quand même assez inquiet là-dessus. À moins que quelqu'un veuille rajouter quelque chose, non. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Madame, Messieurs, le sentiment est toujours mêlé quand on vous entend entre la rigueur, l'éloquence, la conviction de vos propos, la qualité de vos propos, et puis le tableau que vous dépeignez qui est véritablement en résonance avec cette commission d'enquête, puisque vous êtes dans cette chaîne complexe avec la justice, j'y reviendrai, un des derniers maillons qui permet de mesurer les dissonances entre le discours politique, la promesse politique, qui est souvent très verbeuse, très allante, puis la réalité, qui est bien souvent beaucoup plus complexe pour les personnes concernées. Je vais être succinct pour partager la parole avec mes collègues, mais j'ai 5 points que je souhaiterais évoquer avec vous. Le premier sur la santé mentale. Vous aviez déjà émis une alerte en 2022, si je ne m'abuse, auprès de l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne, pour que ce sujet fasse l'objet d'une mobilisation des pouvoirs publics. Il a fallu attendre quelques années. Quel a été le fait générateur de cette alerte? Est-ce que c'est un regard sur la société plus globale ou est-ce que dans le cadre de vos saisines, vous avez eu des éléments qui étaient des signaux d'alerte très préoccupants, qui se sont malheureusement révélés exacts? Sur la question de la santé mentale également, vous avez parlé des déficits de prise en charge en IME. Il y a une judiciarisation très légère, mais qui est présente sur ces déficits de prise en charge par certaines familles. C'est un dernier recours. On sait très bien que la justice et son accès n'est pas égal pour chacune et chacun. Donc, est-ce que là aussi, vous voyez des évolutions face aux défaillances de prise en charge, aux délais qui sont monstrueux sur les IME, la difficulté d'avoir un chiffre précis sur le nombre de places manquantes qui varie de 11 000 à 30 000 selon les études et les moments? Et aussi peut-être au-delà de l'institution, est-ce que vous avez aussi des échos, des difficultés d'accès à certains soins? On pense par exemple aux orthophonistes aujourd'hui où les délais sont monstrueux, les CMP, la pédopsychiatrie, vous l'avez évoqué, mais tout ce qui est paramédical et qui est un étayage fondamental pour les prises en charge précoces. Deuxième volet sur la scolarisation, vous avez énoncé la difficulté d'avoir un chiffre réel sur quel est le nombre d'heures pour les enfants scolarisés. J'irai même plus loin, quelle est l'effectivité? Parce que j'imagine que vous avez beaucoup de saisines aussi sur les déficits de prise en charge par AESH ou des multiplicités de défauts d'aménagement des enseignements dans les établissements scolaires. Sur les aménagements d'examen, je vous rejoins, avec tout simplement des fois des non-mises en œuvre qui sont liées au fait qu'on n'ait pas de personnel pour assurer la surveillance d'un enfant qui a besoin d'être isolé parce que sensible à des perturbations. Donc ça aussi, c'est un point qui est important. Est-ce que vous êtes saisi aussi sur les aménagements raisonnables des employeurs pour leurs enfants? C'est-à-dire que quand vous avez un enfant en situation de handicap qui est scolarisé, l'aménagement raisonnable se pense aussi pour l'employeur pour faciliter la vie des familles. Est-ce que ça, c'est des sujets qui sont évoqués? Troisième point sur l'emploi, vous avez évoqué aussi la nécessité de s'adapter à l'évolution. Je pense aux maladies neurodégénératives, notamment la sclérose en plaques. Est-ce que ça, c'est des sujets aussi qui sont abordés chez vous? Parce que c'est malheureusement des sujets qui sont de plus en plus prégnants. Vous avez évoqué la barrière d'âge aussi sur la limite de 60 ans. On peut le penser aussi de façon différente. C'est quand les personnes en situation de handicap dépassent les 60 ans et basculent du régime médico-social handicap vers plutôt celui des EHPAD. Est-ce que ça aussi, vous avez des problématiques de saisine? Parce que ça, c'est un point aussi qui est en fort développement et on a des rapports et différentes études qui le démontrent. Et puis sur cette juridiciarisation, est-ce que c'est un aveu d'échec de dire aux familles, à un moment donné, on est dans un état de droit, il y a une promesse républicaine qui a été faite, elle n'est pas respectée, c'est aux tribunaux éventuellement de trancher ces conflits, mais sauf que c'est du temps, de l'argent, des compétences qui ne sont pas mobilisables pour tout un chacun. Donc est-ce que c'est malheureusement le seul horizon pour qu'on fasse respecter cette promesse? Vous avez parlé de l'accès au temps de pause méridienne et au périscolaire. On sait qu'il y avait eu un contentieux
assez important là-dessus. On voit bien qu'on n'est pas au rendez-vous de la promesse qui a été faite. Donc, est-ce que ça aussi, c'est malheureusement quelque chose qui doit être évoqué? En conclusion, vous avez tout à fait raison dans vos propos introductifs de dire que cette commission d'enquête, elle vise à démontrer que d'investir dans la prévention et la réalité de la prise en charge coûtera moins cher. Les études médico-économiques sont malheureusement insuffisantes. On en a l'intuition, on en a la conviction, on va essayer de l'étayer et je vous remercie de participer à cette tentative de démonstration. J'avais juste un complément à ce que vient de dire le rapporteur. Est-ce que vous avez des saisines sur les familles, conjoints ou parents qui sont obligés d'arrêter de travailler pour prendre en charge enfants ou parents ou époux? Parole. Pardon, oui, on a des saisines sur cette question de proches obligés d'arrêter de travailler, et entre autres de parents, parce que leurs enfants ne sont pas pris en charge et n'ont pas de place, justement, ou en IME, ou ne sont pas scolarisés. Je reprends vos questions à peu près dans l'ordre. Sur la question de notre rapport annuel enfant, qui était sur la santé mentale en 2022, 21, 22, 22 21. Merci. En fait, c'est assez intéressant parce qu'on décide de faire un rapport annuel enfant sur ce genre de questions quand on est alerté par deux biais. À la fois, on voit monter des difficultés dans nos réclamations et puis on est alerté par les associations. Nous sommes en lien avec plus de 110 associations dans le cadre de comités d'entente sur nos différents domaines de compétences parce que l'institution, depuis le début, a parfaitement réalisé qu'on ne voyait pas tout dans les difficultés d'accès aux droits et qu'il nous fallait des échanges avec le secteur associatif pour avoir des remontées de difficultés. Et là, on avait été alerté aussi bien par le comité d'entente sur les questions de handicap que le comité d'entente santé, que le comité des enfants, sur la question de la dégradation de l'état de santé. Et dans ces cas-là, ça nous paraît important d'alerter. Je ne sais pas si... Enfin, voilà, on a été dans les premiers à alerter là-dessus sur la situation des enfants. Je ne trouve pas que ça ait beaucoup bougé depuis, et d'ailleurs la situation ne fait que se dégrader. Sur la prise en charge dans les IME, oui, on voit des délais de plus en plus importantes, de nombre de places manquantes, c'est effectivement assez effrayant, et ça rejoint la question que vous posiez, Madame la Présidente, juste après, et ça veut souvent dire des parents, un des deux parents qui du coup ne travaille pas, c'est souvent la mère. L'accès aux orthophonistes, oui, on voit des délais effrayants, 18 mois, 2 ans, particulièrement dans des milieux et des quartiers plutôt défavorisés. J'ai été interpellée quand j'étais à Marseille, où on fait un place au droit, vous savez, tous les ans d'ailleurs, fin septembre, et là on sera en Corrèze cette année, c'est-à-dire l'institution sort de ses murs et les juristes et nos délégués à la disposition des gens en s'installant sur un marché dans la rue. Et j'en profite, moi, pour rencontrer des associations, et des mères m'ont interpellée sur le fait qu'elles avaient eu 18 mois, 2 ans de délai d'attente pour un enfant dont on dit qu'il a besoin d'une orthophoniste au début de son CP. Dans les premiers mois, on dit qu'il a besoin... Je veux dire, mais ça, enfin, à quel moment c'est rentable financièrement? Je veux dire, de pas lui donner l'accès à un ou une orthophoniste. Je suis assez effrayée par ça, et c'est particulièrement difficile, honnêtement, dans les milieux plus défavorisés. Là-dessus, il n'y a pas une égalité. Et là, on insiste beaucoup sur le coût. Mais enfin, si je prends la question des examens dont vous avez reparlé, ce n'est pas un coût supplémentaire que de permettre l'aménagement au moment de l'examen quand ça a été fait pendant toute l'année scolaire. Je trouve qu'il y a un certain nombre de décisions qui aussi n'ont pas de sens. N'ont pas de sens, et c'est quand même des jeunes pour qui, parce que moi j'ai des jeunes, j'ai souvenir, je suis intervenue aux rencontres d'Aix, aux rencontres économiques d'Aix, et j'ai une série de jeunes qui sont venus me voir, étudiants en situation de handicap, confrontés à ça, et ne comprenant pas pourquoi c'était un parcours du combattant à ce point-là, alors qu'ils avaient l'aménagement pendant tout le temps de leur étude et qui étaient confrontés au moment de l'examen. Et pour le coup, j'ai pas d'explication pourquoi ça s'est aggravé là au printemps, mais il n'y a pas de doute que ça s'est aggravé. Moi, j'ai pas d'idée qu'on ait été saisi sur un aménagement raisonnable pour les parents qui n'a pas été fait par l'employeur. Je ne l'ai pas en tête, mais c'est possible qu'on en ait. Mais ça, il faudrait qu'on vous réponde. On vous fera quelques réponses par écrit. Sur les maladies dégénératives, pour nous, alors c'est toujours très difficile de faire par pathologie, mais ce sur quoi on est fortement alerté, c'est sur les soins et services à domicile.
On a, vous savez, rendu un rapport sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD. Maintenant, on a une partie beaucoup moins visible, mais sur laquelle on commence à être saisi, de qu'est-ce qui se passe à domicile. Et on est alerté sur le fait qu'il y a eu des personnes en situation de handicap laissées toute la nuit. La personne qui devait venir n'a pas pu venir. Il peut y avoir un cas de maladie haute et il n'y a pas eu de relais. La personne n'a pas dîné, a passé toute la nuit sur son fauteuil. Et ce n'est pas occasionnel. Ce sont des choses qui arrivent assez régulièrement. Et sur la question de la judiciarisation, écoutez, au bout d'un moment, quand on n'arrive pas à obtenir, moi je comprends qu'on aille devant les tribunaux. Oui, en soi, je veux dire, c'est absurde parce qu'il ne devrait pas y avoir besoin. Je veux redire, vous savez, dans nos pouvoirs, nous, dans les 140 000 réclamations qu'on a eues l'année dernière, dans 80% des cas, on part en médiation, c'est quand même notre moyen d'action. On obtient un résultat positif dans 75% des cas, mais la médiation, elle n'est pas toujours possible. Donc, on rend des décisions qui n'ont pas de pouvoir de contrainte. On n'est pas la justice, mais on a de forts pouvoirs d'enquête. Et surtout, on peut faire des observations devant les tribunaux. Donc, quand des familles vont devant les tribunaux, ça nous arrive effectivement de les accompagner. Et ça, ces observations devant les tribunaux, on peut le faire à la demande du réclamant, à la demande des tribunaux, qui parfois eux-mêmes nous demandent, et aussi de notre propre initiative. Vous voulez rajouter quelque chose ou pas? Non, oui? Si, il veut, mais il a raison. Sur les maladies dégénératives et les personnes porteurs de maladies psychiques à un stade avancé, ils sont confrontés à des problèmes d'accès, évidemment d'accès aux soins, notamment dans le milieu rural, avec des ruptures de la continuité des soins. Ça, c'est des témoignages et des réclamations qui nous remontent, jusqu'au renoncement aux soins, et donc une rupture totale de soins et une errance sanitaire. Et finalement, c'est le cercle vicieux avec l'entrée dans la précarité. Je pense que c'est important à souligner. On va passer aux questions dans la salle. On peut faire les questions à suivre et puis réponses, et puis on reprendra un tour si besoin. Bonjour, merci de votre présence et puis un peu sur tous ces points éclaircis que vous avez apportés sur les difficultés qu'il peut y avoir, vous l'avez dit, avec les ESH qu'on a pu voir aussi avec les autres auditions précédentes. Par contre, on sait que dans un secteur aussi défaillant justement que celui de la protection de l'enfance, il semble très difficile d'obtenir des données précises sur le nombre d'enfants en situation de handicap relevant de ce dispositif. Disposez-vous de tels chiffres ou, à défaut d'une estimation, et si aucune donnée n'existe, cela ne traduirait-il pas-t-il d'une désinvolture de la part des pouvoirs publics ? Et on voit que de plus en plus de parents qui sont avec des enfants en situation de handicap ne trouvent pas de place adaptée justement aux besoins spécifiques de leur enfant. C'est alors la protection de l'enfance qui prend le relais, exposant ces enfants à une double vulnérabilité. Donc que préconisez-vous pour que ces enfants en situation de handicap aient accès justement à des solutions adaptées ? Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la Défenseure des droits, Messieurs. Vous l'avez dit dans votre intervention, le gouvernement Barnier, le gouvernement Bayrou avait érigé la santé mentale comme grande cause nationale, et pourtant, bien loin des effets d'annonce et d'affichage, notre système de santé mentale depuis des années est en souffrance. Les soignants nous alertent sur leurs conditions de travail qui se dégradent, alertent sur les files d'attente qui s'allongent, alertent sur le manque de place pour l'accueil en long séjour. En somme, ils alertent sur l'impossibilité de prendre en charge toutes les personnes qui en ont le besoin. Ce constat, il n'est pas nouveau, mais il est devenu aujourd'hui insoutenable. Je tenais à vous interroger sur les liens à faire entre les conditions matérielles d'existence et la question de la santé mentale. Je souhaitais vous interroger sur ces choses-là parce que lorsqu'une personne handicapée dans un logement qui est inadapté, qui est assigné à résidence, qui ne peut pas sortir de chez lui,
cela provoque inévitablement une dégradation de la santé mentale. De même que la question de la précarité, qui est évidemment à mettre en lien avec la question de la santé mentale, puisqu'aujourd'hui en France, on a quand même des chiffres qui nous alertent sur la question du taux de pauvreté, et surtout chez les personnes en situation de handicap, parce que ça représente quand même 20% d'adultes handicapés qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors quand on est exposé à un stress de ne pas avoir d'emploi, de devoir faire attention à nos dépenses, de ne pas pouvoir nourrir ses enfants convenablement, de ne pas pouvoir se loger convenablement, d'être à la rue, d'être exposé aux violences de la rue, tout ça provoque une dégradation de la santé mentale. Et donc ma question porte sur votre analyse sur les facteurs environnementaux dans un contexte d'explosion de la pauvreté et de la précarité et du nombre de sans-abri, du délaissement de nos pouvoirs publics et de nos politiques publiques sur les questions de handicap, en tout cas la non-mise en application de la loi, et le délabrement de nos services publics en ce qui concerne les hôpitaux. Donc quel regard vous portez sur ces questions-là et sur ces régressions-là, parce que vraiment faire de la santé mentale une véritable priorité nationale, c'est pas un slogan, ça doit être un engagement qu'on prend ici collectivement. Je vous remercie. Madame Le Boucher. Merci. Bonjour Madame la défenseure des droits et collaborateurs. Merci de votre intervention et de vos propos qui sont toujours très éclairants et qui en même temps font toujours froid dans le dos, puisque vos propos sont factuels, vous appuyez sur des chiffres, sur des données qui remontent du terrain, vous faites des rapports régulièrement, donc on ne peut pas les remettre en cause. Donc c'est un regard assez froid, mais en même temps qui montre la réalité. Vous avez évoqué la question de la santé mentale et des troubles psychiques chez les personnes placées sous injustice. Donc, je suis l'une des co-rapporteurs de la mission avec Madame Corneloup. Et en effet, cette mission a été malheureusement révélatrice de notre état, de la société dans laquelle on est, parce qu'on est dans un croisement. On a parlé de la protection de l'enfance, on a parlé d'éducation, on parle de la psychiatrie, de la justice. Et voilà, on a dans ce milieu-là ce mélange de tout ça qui est explosif et dramatique dans notre regard qu'on porte sur ces situations et le retard et l'absence de politique publique pour améliorer la situation. Je voulais vous interroger sur, même si votre regard, là où la crainte des conséquences sur les annonces qui ont été faites dans les budgets. Alors, on ne sait pas si M. Le Cornu va reprendre ou pas tout ce qui avait été annoncé par Bayrou, mais notamment la question de l'année blanche en matière de prestations sociales. Ça rejoint un peu la question aussi de la précarité que ça provoque et les conséquences qui vont avec, que ce soit chez les personnes avec des troubles psychiques, mais aussi chez les personnes porteuses de handicap, notamment sur les aides à l'autonomie, qui sont quand même assez alarmantes dans ce qui est prévu. La question du régime des ALD aussi, qui va avoir un impact concret sur ces publics-là. Une question aussi, une remarque aussi sur le système tel qu'il est fait aujourd'hui et les différences et les inégalités d'accès aux droits selon les départements dans lesquels on habite, parce qu'on sait que selon les départements, on n'a pas forcément accès au même degré de prestation, les critères ne sont pas forcément les mêmes. Donc aujourd'hui en France, voilà, on a une inégalité d'accès aux droits selon là où on habite. Et voilà, ça fait déjà beaucoup de questions, donc ce sera déjà bien. Merci à vous. Merci, oui. Je vais répondre à vos questions, puis on verra s'il y a besoin de compléter. Sur la question des chiffres, mais c'est sûr que la question de ne pas avoir de chiffres précis, à la fois dans les enfants qui sont scolarisés, combien d'heures, mais combien ne sont pas scolarisés. La même chose sur la question du manque de place en IME, de combien sont en attente. Ce manque de chiffres empêche en fait d'avoir des politiques publiques. Ça, je suis parfaitement d'accord. Ça me paraît absolument indispensable. Et c'est vrai que nous avons plusieurs situations où en fait c'est les parents qui demandent le placement en protection de l'enfance dans des situations de handicap parce qu'ils n'ont pas de place et là on devient dans un système qui est assez absurde. Mais cette question des données me paraît absolument centrale pour pouvoir avoir une politique précise. Je ne suis pas tout à fait... Enfin, je suis pas toujours sûre que ce soit... Je ne crois pas que ce soit volontaire, mais la question de ne pas les agréger... parce qu'en fait, souvent, par département, on était très frappés dans notre travail d'instruction sur la protection de l'enfance dans les départements, du nombre de départements qui n'étaient pas capables de dire en protection de l'enfance combien ils avaient d'enfants en situation de handicap. Ce qui, quand même, paraît la base si on veut pouvoir correctement les prendre en charge. Certains l'avaient, mais tout ça, si les départements ne l'ont pas, c'est difficile d'agréger au niveau national l'ensemble. Et pourtant, ça me paraît essentiel et pas si compliqué que ça.
entre les MDPH et la protection de l'enfance. Sur la question de l'impact des conditions matérielles d'existence sur la santé mentale, je n'ai absolument aucun doute. La question du stress, la question de moyens minimaux et la question des prestations sociales et geler ces prestations sociales, enfin pour des gens en grande précarité, oui, ils en sont à 5 € près. Enfin, c'est-à-dire, quand on augmente les franchises médicales, la réalité, c'est que ces personnes-là en sont à ce niveau-là. Il y a 3 autres points sur lesquels je voudrais insister. On a rendu un rapport sur les discriminations dans l'accès aux soins. Et on est très frappé parce que quand on passe de l'accès aux soins, on pense beaucoup au refus de soins, mais finalement c'est aussi dans le parcours de soins. Et ce rapport, comme souvent on le fait à la fois à partir des réclamations qu'on a reçues, des recours qui ont eu lieu devant l'assurance maladie et devant les ordres médicaux, on fait aussi des auditions et là on a fait un appel à témoignages et on a eu plus de 1500 témoignages qui sont remontés. Ils n'ont pas de valeur scientifique. Ils sont assez intéressants dans le contenu de ce qu'ils disent dans les difficultés. Et je voudrais vous donner quelques situations, entre autres, parce que ce qui nous inquiète, c'est que finalement, il y a peu de recours, ni devant nous, ni devant les ordres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination. Parce que quand on fait parler les personnes, il y en a. Et on a quand même des situations de dentistes qui refusent des enfants porteurs d'autisme. Hein. Enfin, je veux dire, c'est ça que ça veut dire au quotidien. Ces refus de soins ou ces défauts de prise en charge. Et là-dessus, moi, au bout d'un moment, je n'ai pas de doute que d'abord, il faut réussir à le quantifier. Et nos demandes, c'est quand même d'avoir un observatoire au sein du Défenseur des droits pour ça et d'avoir les moyens de le faire. Des politiques publiques ambitieuses de lutte contre les discriminations. Ça doit passer par ça. Il faut expliquer ce qu'est une discrimination, en quoi c'est délétère pour la personne, pour sa santé physique, mentale, mais aussi pour la cohésion de la société. Et puis, il faut des sanctions suffisamment importantes. Parce qu'à un moment, je veux dire, il faut passer par la phase de sanctions. Très souvent, et entre autres, je pense, dans l'emploi, l'employeur, il est condamné à payer ce qu'il aurait dû payer s'il n'avait pas discriminé. Je ne suis pas absolument sûre que ce soit dissuasif. Donc, je voulais vous dire un mot sur ce rapport. Je voulais aussi vous alerter sur la question du handicap. Quand on regarde outre-Atlantique, l'interdiction des programmes de diversité dans les universités ont concerné la question de la couleur de peau, la question de l'orientation sexuelle, la question des femmes, mais la question du handicap aussi. Interdiction des programmes d'inclusion des étudiants en situation de handicap dans les universités. Quand on commence à toucher à un critère de discrimination, évidemment que ça s'étend à l'ensemble. Il faut avoir conscience de ça. Et une de nos batailles, c'est de travailler sur les questions des discriminations, tous critères confondus. Voilà, je voulais vous alerter. Et le dernier point, il y a une question que vous m'aviez posée dans le questionnaire auquel je vous ai pas répondu, c'est la question de nos moyens. Évidemment que c'est central. Enfin, moi, je suis arrivée, c'était 100 000 réclamations. On sera à 160 000 à la fin de l'année. On n'a pas des moyens qui ont augmenté de façon suffisante. Ils ont augmenté pendant mon mandat, et je le reconnais, j'ai réussi à me battre pour avoir 40 ETP supplémentaires. Ce n'est pas du tout suffisant. Et il y a besoin, enfin je veux dire, on est une institution qui est utile, hein, qui répare, qui crée de la cohésion sociale. Quand vous rétablissez les personnes dans leurs droits, on apaise les tensions. On vous est utile quand on alerte sur les difficultés. La question de nos moyens est centrale. Je vous en aurais pas forcément parlé si la question n'était pas dans le questionnaire, mais elle y est, donc je me permets de rajouter. Et tous les ans, c'est une bataille, franchement, qui est compliquée. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Non? Il y a d'autres questions que... Oui. Allez-y. C'est pour rebondir. Alors que la Conférence nationale du handicap, elle a quand même, normalement, il y a un déploiement de services handi-consulte, handi-relais, dispositifs handi-bloc, handi-gynéco. Du coup, ce que vous nous dites, c'est que ça ne se diffuse pas assez, mais où c'est une culture aussi professionnelle, c'est un manque de financement dédié, qu'est-ce qui coince? Je pense qu'il y a une vraie question aussi de formation. Oui, je pense qu'il y a quand même une vraie question de formation des professionnels. Je vous ai donné l'exemple d'un enfant atteint de troubles autistiques qui est refusé dans un dentiste. J'ai pas de doute que pour le dentiste, ça prend plus de temps. Enfin, je ne nie pas cette question-là. Et la question de la prise en charge dans ces cas-là est importante. Mais il y a une vraie question de formation. Et c'est là-dessus que tout ne passe pas par la question du coût et de l'argent. Voilà.
il y a un besoin, mais pour ça, il faut des pouvoirs publics qui s'en emparent et qui mènent des grandes campagnes de communication. Voilà. On a vraiment, et ça je le réclame depuis que je suis arrivée dans l'institution, et avant moi mon prédécesseur, hein. Donc je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau, je ne l'obtiens pas. C'est vrai qu'on n'est pas dans la même situation là aussi sur les territoires, parce que effectivement, ça demande de la formation, mais ça demande des aménagements aussi pour accueillir. Moi, chez moi, ça a été fait pour les dentistes et pour la gynéco, mais ça demande un parcours particulier, ça demande effectivement des gens qui sont formés et qui des consultations qui sont plus longues, un accompagnement. Donc, je pense que ça se fait, mais effectivement, il y a un enjeu de moyens humains et financiers. J'avais juste une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Il faut appliquer les textes, alors j'en suis bien convaincue. Il faut sortir les décrets encore davantage. Mais est-ce qu'il y a pour vous des axes vraiment très prioritaires, puisqu'on va être quand même à gérer des priorités aussi budgétaires, hein, quel que soit le gouvernement en place. Et est-ce qu'il y a vraiment des axes prioritaires sur lesquels il faut aller pour mieux répondre? Je dirais, alors moi j'ai eu le bénéfice de travailler aux urgences pendant très longtemps, donc je suis toujours assez inquiète quand on parle d'accès aux soins, parce que je pense qu'en France on a accès aux soins, mais on a des ruptures de prise en charge dans les parcours. Donc c'est là aussi qu'il faut peut-être aller chercher des réponses. Et là-dessus, d'ailleurs, du coup, ça aboutit aux urgences. Enfin, vous êtes très bien placé pour le savoir. Hein. Je veux dire, des situations de non-accès aux soins aboutissent aux urgences. Et plus vous augmentez le coût sur l'accès aux médecins généralistes, plus vous avez un risque que ça parte sur la question des urgences. Moi, je pense que, enfin, moi, j'aurais toujours comme préoccupation que l'urgence des urgences, ce sont les jeunes. Et la question d'accès. Et ce n'est pas qu'un manque de personnel. Hein. Je veux dire, il y a la question de qu'est-ce qu'on est prêt à mettre financièrement. Et je sais que vous avez auditionné le professeur Marie-Rose Moreau et qui le dit. Ce n'est pas simplement un manque de professionnels, c'est aussi les moyens financiers qui sont mis. Les CMP sont une porte d'entrée remarquable, mais ce n'est pas possible qu'il y ait des délais d'attente aussi longs pour ça. Et juste un mot, parce que quand même, sur la loi de 2005, il y a eu des avancées. Enfin, je trouve qu'il ne faut pas, sur cette loi de 2005, être complètement négatif. Elle a apporté des avancées, elle a mis en lumière. La question, c'est qu'elle n'est pas complètement appliquée. Voilà. Et ça, c'est quand même à chaque fois excessivement décevant. Et vous parliez du hiatus entre le discours et la réalité. Oui, moi je trouve que ça c'est ce qui mine un peu notre société, c'est que à partir du moment où sont annoncées des choses qui ne sont pas effectives pour les personnes ne le comprennent pas. Voilà. Vous prêchez des convaincus ici. Hein. Alors peut-être que d'augmenter vos moyens, l'autre option qui serait même préférable, ce serait de diminuer les demandes qui vous sont adressées. Et c'est l'un des objets de cette commission d'enquête, parce que le constat, il a été fait, refait. Peut-être une carence, en fait, sur une approche médico-économique, en fait. Et ça, vous voyez, le déficit statistique sur, en gros, quel est le panorama de l'offre médico-sociale, la réalité de l'effectivité de la scolarisation des enfants en situation de handicap. On a voilà, le système d'information harmonisé qui va probablement amener des éléments complémentaires l'année prochaine, mais des MDPH, mais ça restera en fait très parcellaire et on a, je crois, prévu d'interroger la DGESCO très prochainement pour justement essayer d'avoir un petit peu un état des lieux plus précis de ces défaillances. J'ai deux questions complémentaires. Je demande des chiffres tous les ans. Hein, chaque fois que je vois la ministre de l'Éducation, je demande la question des chiffres. Sur ces 520 000 enfants scolarisés, combien d'heures, combien ne sont pas scolarisés, je ne les ai jamais. Hein. Si vous les avez, je les veux bien. On dispose, dans le cadre d'une commission d'enquête, de certaines prérogatives qui sont peut-être plus importantes que les vôtres. Et donc, on verra jusqu'à quel point il faut aller pour obtenir ces chiffres qui sont fondamentaux. Donc, en tout cas, vous pouvez compter sur notre pugnacité et notre détermination pour essayer de lever le voile sur ces éléments. Deux questions. Donc, la première est relative à cette petite dissonance qu'on peut avoir parfois, ou en tout cas ce sentiment entre la doctrine internationale sur la désinstitutionnalisation
Et puis, l'attente réelle des familles d'avoir des réponses en institution. Alors, c'est une approche statique, puisque, en gros, les institutions peuvent évoluer. Il faut regarder les choses peut-être d'un point de vue plus dynamique. Mais des fois, on a ce décalage qui fait que derrière ce terme un peu valise de désinstitutionnalisation, on a, qui n'est pas si facile que ça à dire d'ailleurs, on a des fois des sentiments d'être un petit peu perdus. Et la deuxième chose, puisque le but de cette commission d'enquête, c'est aussi sur la question des coûts évités, en termes de priorisation, pour reprendre la très bonne approche de Madame la Présidente, on a plutôt le sentiment que c'est l'école, le maintien dans l'emploi, le diagnostic et la prise en charge précoce qui doivent être privilégiés parce qu'il y a des choix. Alors on a des convictions, des visions de société qui voudraient qu'on embrasse l'intégralité des sujets, mais dans une discussion budgétaire qui s'annonce et dans un débat parlementaire qui va se réouvrir, mais pour faire progresser ces sujets-là, il faut peut-être, malheureusement, dans le contexte actuel, essayer d'avoir l'argument supplémentaire qui n'est pas seulement celui d'une vision de société plus humaniste, mais aussi de dire qu'économiquement, c'est plus vertueux. Et c'est pour ça que cette notion de coût évité, elle peut susciter des petites interrogations, mais elle a vraiment cet objectif-là. Donc, est-ce que vous partagez que ces priorités-là doivent être privilégiées s'il faut le faire, ou plutôt peut-être axées sur la lutte contre la précarité? Enfin, voilà, j'aimerais avoir votre sentiment sur cette hiérarchisation qui n'est pas simple, mais qui pourrait nous aider. Je suis absolument convaincue du thème de votre enquête, de votre commission d'enquête sur la question des économies que ça peut générer. J'ai juste dit que moi, je me place sur la question des droits et pas sur la question, parce que c'est le rôle de l'institution. Mais vous avez parfaitement raison. Mais je trouve que c'est assez révélateur de la difficulté qu'on a en France sur les questions de prévention. C'est évident en santé, de façon générale, que les questions de prévention sont des économies, mais ce sont des économies à long terme. Et tant qu'on voit le budget là-dessus qu'annuellement, on a du mal à évaluer les économies que ça peut faire. Mais moi, je suis convaincue qu'il y a un certain nombre de recommandations qui peuvent faire des économies, mais c'est peut-être à 5 ans, à 10 ans, et pas forcément tout de suite. Mais voilà, mais j'élargirais. D'ailleurs, on aurait intérêt à investir dans la lutte contre la pauvreté. On ferait des économies à long terme sur la question de la scolarisation des enfants. On peut l'élargir sur beaucoup de choses. Donc ça, pas de doute. Sur la question de la désinstitutionnalisation, comme vous, j'ai toujours peur de buter sur le mot. Je trouve que cette question, elle est très importante parce que le sentiment qu'on peut avoir, c'est que sous prétexte de faire cette désinstitutionnalisation, en fait, on a fermé des lieux d'accueil. Et on voit des familles, du coup, en immense difficulté dans la question de la prise en charge. Et je pense que c'est une mauvaise interprétation de la désinstitutionnalisation qui est, oui, il y a des moments où il faut des instituts et des IME pour des familles où c'est pas possible de pouvoir les garder à domicile. C'est toute la question du lien avec l'extérieur et du non-isolement et des possibilités. Par exemple, un système qui est complètement absurde dans certains centres et entre autres IME sur la question des sorties des enfants et du nombre de jours où ils ont le droit d'être absents du centre parce que les familles, je vois si vous voyez de quoi je parle, les familles. Et là, du coup, on reproche aux familles de trop les prendre. Et le département menace de ne pas financer les jours où l'enfant est dans sa famille. Mais vous voyez dans quel système absurde on est. Là-dessus, ça n'a pas de sens. Ça soulage l'Institut. C'est souvent sur des périodes de vacances où le personnel peut aussi être en vacances. Ça soulage l'Institut. Ça permet de garder du lien avec la famille. Vous voyez bien que là, on est en fait dans une, entre guillemets, désinstitutionnalisation. Oui, il est dans une institution, mais il en sort. Il y est pas enfermé. Et là, du coup, les familles qui les ont, entre guillemets, trop... Quand même, le terme est quand même absurde. On va du coup enlever des financements et les familles vont devoir payer ces jours-là. Enfin, voilà des choses qui n'ont pas de sens. Et je ne vois pas en quoi c'est une source d'économie. Et sur moi, j'ai toujours beaucoup de mal à répondre à cette question des priorités. Je pense que la priorité des priorités, c'est quand même la question des enfants, des adolescents et la prise en charge, la question des moyens des CMP. Je pense que cette question-là, elle est absolument essentielle. Mais moi, j'ai du mal à vous répondre parce que mon travail, c'est que l'ensemble des droits soient respectés et j'ai du mal là-dessus à les hiérarchiser. Mais je pense qu'il y a une urgence sur la question de la jeunesse et la santé mentale. Tu voulais rajouter quelque chose, non ? Je parlais du dépistage. Oui, Dépistage des jeunes dans les CMP pour faire des bilans d'évaluation, c'est entre 12 et 18 mois à partir de la demande. Donc vous avez des familles, on parlait d'errance, errance des familles, errance des jeunes.
compliqué. Donc, oui, la priorité, la jeunesse. Une question complémentaire. Hein? Tu m'autorises juste Oui. Juste une question complémentaire aussi. Vous avez parlé du dépistage. Donc, les PCO sont une nouvelle modalité, mais on y a accès, mais uniquement si on n'a pas une demande en cours auprès des MDPH. Donc, c'est un dispositif qui se surajoute. On voit qu'en gros, on est en France avec une passion du millefeuille, c'est un dessert délicieux. Mais administrativement, ça participe en fait à une difficulté de lisibilité pour les personnes. Alors entre ultra spécialistes, on se gargarise de connaître tous les sigles, c'est très sympathique. Mais pour les personnes concernées, en fait, c'est complètement illisible. Est-ce que ça, c'est un point aussi, en gros, de meilleure lisibilité et que la difficulté, en fait, elle soit de coordination, elle pèse sur les épaules des administrations et des pouvoirs publics et non pas sur celles des familles qui deviennent, dans le champ du handicap, parfois des ultra spécialistes des dispositifs et des super coordinateurs de parcours, chose qui ne devrait pas leur échoir normalement. Oui, parfois les familles qui nous saisissent, mais connaissent bien mieux tous les parcours de soins complexes, etc., et toute la terminologie par rapport à l'administration, que ce soit au niveau du département, MDPH, ARS, etc., oui. Mais c'est vrai que c'est confusant. Par contre, on n'a pas de saisine dernièrement sur ces derniers modes d'évaluation qui sont en fait assez récents. Allez-y. Merci Madame la Présidente. Juste, on a beaucoup parlé de cette question, de la question de la scolarisation, et on a beaucoup pris comme point d'appui la loi de 2005 qui fixait un objectif de scolarisation en milieu dit ordinaire. En juin et juillet dernier, nous avons à l'Assemblée nationale eu une proposition de loi pour renforcer le parcours inclusif des élèves en situation de handicap. Et malheureusement, dans cette proposition de loi, il n'était jamais mentionné la question de l'accompagnement humain. J'aurais aimé que ceux qui ont écrit cette loi puissent lire le rapport que vous avez publié en 2022 sur la nécessité d'avoir un accompagnement humain dans le parcours d'un élève qui est en situation de handicap. Malheureusement, cette rentrée est assez dramatique. Des milliers d'enfants n'ont pas eu accès à l'école, n'ont pas de solution de scolarisation. Et je reviens à cette proposition de loi qui n'est pas passée, et heureusement parce qu'elle était assez creuse, sur aucune mention de l'accompagnement humain, aucune mention des AESH et de la façon dont il faut les inclure dans l'équipe pédagogique pour faire en sorte qu'il y ait une continuité de la scolarisation pour l'enfant, que ce soit dans le temps scolaire, le temps périscolaire, et vous l'avez mentionné sur l'impact dans les familles et surtout des fois dans les familles monoparentales, de devoir arrêter son travail pour s'occuper de son enfant qui est en situation de handicap. Et là où je vous rejoins, mais à 100%, c'est sur la question de l'observatoire. Dans l'article 2 était mentionné un observatoire qui concernait la scolarisation des enfants et l'insertion professionnelle. Malheureusement, en commission, ce droit, cet observatoire a été remplacé par un rapport annuel. Force est de constater que dans notre institution, on a du mal à voir émerger ces rapports, et je suis convaincue comme vous qu'il faut des données statistiques pour mettre en place des politiques publiques et pour qu'elles soient surtout efficaces. Et dernière chose, sur la question des PASS, des pôles d'appui à la scolarité, donc du coup ça a capoté en commission mixte paritaire, et heureusement, puisque moi je le percevais comme une dérogation de droit en commun des enfants qui étaient notifiés par la MDPH et des enfants qui étaient notifiés par un directeur d'établissement. Et donc ça fait des droits différents pour des enfants qui potentiellement ont les mêmes besoins. Et donc vraiment il y avait cette question, y compris budgétaire, de dire est-ce que si l'éducation nationale à un moment il y a des coupes budgétaires, est-ce qu'on ne va pas notifier moins de temps d'accompagnement pour ces élèves qui sont en situation de handicap? Et c'est là où il y a une rupture de droit et d'égalité face à ces enfants qui ont besoin de nous. Je vous remercie. De façon générale, c'est pas formidable quand le prescripteur est le payeur. Parce que, évidemment, le risque, c'est de faire en fonction des moyens, et c'est ça qui nous inquiète entre les deux, et on s'était déjà prononcé là-dessus. Si je reviens à la question de notre rapport de 2022, c'est vrai qu'on avait insisté sur les questions de formation et sur la place des AESH, mais pas que. On avait dit que l'AESH n'est pas l'alpha et l'oméga de l'inclusion scolaire, vraiment, et que ça passe par d'autres choses qui sont la taille des classes, qui sont la formation des enseignants, qui sont la pédagogie
utilisés et que tout ne peut pas passer par l'augmentation des AESH. Ça, je pense que c'est important. Sur la question de l'observatoire et de façon générale d'un observatoire sur les discriminations, je voudrais juste vous citer, on est très frappé de l'écart dans toutes les enquêtes qu'on peut mener, entre autres avec l'OIT tous les ans, sur les discriminations, en fait, entre l'écart de la perception des discriminations dans la population générale et du nombre de recours qui ont lieu ou devant l'institution ou devant les tribunaux. En fait, on est face à un non-recours massif. Et à titre d'exemple, l'enquête qu'on avait menée en 2018 devant les avocats et avocates avait montré que 38% des avocats et avocates avaient dit avoir été victimes de discrimination dans les 5 dernières années. Si on prend que les femmes, c'était 53%. Beaucoup liés à des questions de retour de congé maternité. Là-dessus, moins de 5% sont allés devant les tribunaux ou devant une institution comme le Défenseur des droits. On est face à un public qui connaît ses droits, qui a les armes pour se défendre et qui ne le fait pas. Et ça, il faut vraiment avoir conscience de ça. C'est lié à 2 choses, c'est vraiment ce qui est dit et qui ressort dans toutes les enquêtes sur les discriminations. 1, la peur des représailles. Les représailles sont omniprésentes. Enfin, moi, j'ai en tête une femme qui dénonce un harcèlement sexuel dans son entreprise. On est sur un haut poste et on communiquera quand la décision de justice sera rendue. Et qui est licenciée pour dénonciation calomnieuse. Donc ça, c'est la réalité de ce qu'on voit. La peur des représailles. Et le deuxièmement, c'est à quoi ça va servir. Et donc le besoin d'une solution rapide dans ces situations-là. Et pour le coup, la médiation, et nous on l'utilise beaucoup en discrimination, est une des solutions pour régler rapidement les problèmes. Je voulais juste revenir sur 2 choses. On parlait des institutions ou désinstitutionnalisation. Je pense qu'il y a aussi 2 temps, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui gérer les problèmes de demande de place dans les IME avec les crotons aussi qui occupent des places, entre autres, mais pas que. Et puis le fait de voir le handicap d'une autre manière, qui n'est pas forcément un placement dans une institution. Mais ça veut dire qu'il faut aussi préparer tout l'accompagnement, l'encadrement, qui ne coûte pas forcément plus cher, mais qui est une autre approche financière. Donc il y a ça, je pense, dans la tête aussi, de se dire qu'il y a un temps, mais c'est vrai pour la scolarisation, des parents qui demandent la scolarisation des enfants, et puis des enfants qui ne peuvent absolument pas être scolarisés. Donc c'est cette prévention-là aussi, et cet objectif-là qu'il faut tenter de voir, parce qu'effectivement, le handicap, il n'est pas perçu de la même façon en France et dans d'autres pays, sur l'approche qu'on peut avoir à en faire. Et puis le deuxième point, c'est sur la multitude des dispositifs. Alors bon, sur la santé mentale que j'ai peut-être plus regardé récemment, c'est quand même une grande difficulté. Et d'un coup, faramineux aussi, on a multiplié les réponses sur des appels à projets qui ne sont pas pérennes, qui ont un coût. Et on n'y voit plus rien dans la possibilité de faire du repérage précoce. Enfin, moi, je prône pour les infirmières en milieu scolaire pour qu'elles regardent un peu plus près les violences, le harcèlement, les troubles psychologiques et une orientation adaptée. Et en fait, c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre sur deux jambes, je dirais, entre le tout de suite et le plus tard. Je voudrais juste rebondir sur un mot. Tous les enfants doivent pouvoir être scolarisés, mais ce n'est pas forcément dans les mêmes structures. Exactement. Voilà. Je veux dire, ce n'est pas forcément tous à l'école, mais même s'ils sont dans des IME qui ne peuvent pas aller à l'école, ils doivent pouvoir bénéficier d'une éducation. Le droit à l'éducation est quand même un droit fondamental. Mais voilà. Je vous rejoins parfaitement sur le fait qu'il n'y a pas des enfants qui vont à l'école et des enfants qui sont inclus à l'école aussi. C'est la bataille sémantique est aussi une bataille culturelle et c'est une appréciation des choses. 2 points. Une question que je vous ai évoquée, mais vous n'avez peut-être pas eu le temps, mais vous en avez tellement, que sur la problématique des personnes handicapées vieillissantes, et notamment cette réflexion sur l'évolution de la barrière d'âge que vous avez évoquée. Il est clair que c'est absolument incompréhensible que ces barrières d'âge soient maintenues. On peut questionner d'ailleurs celle de 20 ans aussi chez l'enfance adulte, mais bon, ça c'est un autre sujet. L'évolution de l'espérance de vie des personnes en situation de handicap, l'évolution de l'espérance de vie en général, justifierait en fait qu'on ait une évolution de la barrière d'âge à 60 ans qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Il y a des incidences, mais il faut les assumer à un moment donné. Et le deuxième point, c'est sur les aidants familiaux. J'aimerais bien avoir votre lecture sur les problématiques liées aux aidants familiaux. On a parlé par exemple des arrêts de travail
pour les femmes dans quasiment 90% du temps lorsqu'il y a un défaut de scolarisation. Est-ce que la question se pose aussi sur les aidants familiaux, sur des personnes qui avancent en âge avec voilà, des dégradations, maladies d'Alzheimer, etc., défauts de prise en charge? Est-ce que c'est aussi des sujets que vous avez dans le spectre, puisque c'est pas parce que vous ne l'avez pas dans le spectre que ça n'existe pas, mais vous êtes quand même un observatoire, même s'il n'est pas parfait, en tout cas un baromètre très intéressant. Si on voit, mais je vais peut-être laisser là-dessus Loïc compléter, on voit un certain nombre de difficultés sur la question des aidants familiaux et entre autres quand ils ont arrêté de travailler, la question où ils doivent, un peu technique, se déclarer pour pouvoir en bénéficier comme des trimestres au moment de la retraite. Et en fait, ils ne sont pas informés de leurs droits. Ce qui nous frappe à chaque fois, c'est que personne ne leur a dit, ils le découvrent après coup et nous, on voit arriver un certain nombre de difficultés là-dessus. Est-ce que vous voulez compléter, Loïc, sur les personnes handicapées vieillissantes? Oui, on voit des difficultés, mais d'abord, la barrière de 60 ans, il faut la faire tomber. Hein. Moi, là-dessus, c'est nos préconisations depuis des années de faire tomber cette barrière de 60 ans qui n'a pas tellement de sens. Voilà, du avant-après et qui a quand même fait qu'on n'a pas du tout les mêmes bénéfices. Et c'est là aussi, vous parliez du millefeuille, la façon dont les gens se perdent, ça aussi, ça contribue au fait que les personnes se perdent là-dedans. Sur cette problématique d'accès à la retraite, est-ce que vous êtes saisi de façon assez massive sur les problématiques de reconnaissance qualité de travailleur handicapé et pour justement pouvoir bénéficier d'un droit à la retraite anticipée? C'est très complexe. On a de mémoire des périodes où vous pouvez vous passer de la RQTH, d'autres où vous devez justifier, donc vous devez aller faire de la spéléologie administrative pour retrouver des notifications de droit. Je ne suis pas sûr d'avoir gardé tous mes diplômes, je le confesse, par exemple. Donc est-ce qu'une personne qui va vouloir faire valoir ses droits pendant plusieurs années, est-ce que ça c'est des motifs de saisine fréquents ou pas? Parce que c'est aussi une grosse difficulté administrative avec un cadre légal qui est quand même pas très bien fait. Qui est excessivement complexe. Les décisions qu'on peut rendre dans ce domaine, c'est d'une complexité. On a quand même quelques spécialistes dans la maison qui sont quand même assez forts pour réussir. Je ne peux pas dire que ce soit massif, mais on a très régulièrement ce genre de situation excessivement compliquée au moment du passage à la retraite pour la question des personnes handicapées. Mais je ne vous dirai pas que. Moi, je suis assez impressionnée du nombre de personnes qui, arrivées à la retraite, se retrouvent sans pension de retraite, mettent 1 an, 18 mois à toucher une retraite. Ils sont sans revenus pendant ce temps-là. Quoi ? Alors oui, très souvent, vous voyez d'ailleurs les mêmes choses dans vos permanences que nous. Ça, c'est absolument... Et d'ailleurs, vous nous en renvoyez souvent. Voilà, exactement. On en voit arriver par votre intermédiaire. Mais donc, il y a cette question de la retraite, puis honnêtement, d'une difficulté que n'a Île-de-France, hein, vraiment. Et là, c'est toujours pareil, il faut des agents, en fait, finalement, pour traiter les dossiers, pour réussir à répondre en temps et en heure. Et oui, on voit des difficultés sur le passage à la retraite sur la question du handicap et d'une complexité technique. Moi, je comprends que les gens soient perdus. Voilà, oui. Sans doute une différence entre la personne qui est handicapée de naissance, je dirais, et ceux qui ont un handicap en cours de leur vie ou pas. C'est même pareil. C'est la question de la reconnaissance ou pas du 50%. Donc c'est d'une complexité absolument effroyable pour les personnes. Non, vous, justement, sur ces taux d'incapacité, sur cette appréciation très médicalisée sur le handicap, que ce soit en milieu scolaire, on voit bien que lier l'ouverture d'un PPS à un taux de plus de 50%, et est-ce que vous êtes saisi parfois sur des situations où les PAP ne sont pas mis en place, les familles, les plans d'accompagnement personnalisés, donc qui sont ouverts sans forcément qu'il y ait un droit ouvert auprès de la MDPH, et donc les plans personnalisés de scolarisation qui sont automatiques mais qui ne sont pas systématiques, enfin le droit l'impose mais c'est pas automatiquement fait par les MDPH, et qui ont une valeur contraignante supposée supérieure dans la question des aménagements d'enseignement pour les enfants, ce qui fait que les familles demandent souvent des surcompensations auprès des MDPH pour justement que l'effectivité des droits soit réelle dans l'éducation nationale. Est-ce que ça c'est aussi
un périmètre que vous êtes amené à traiter, parce que pour moi, c'est assez dysfonctionnel, puisqu'il devrait y avoir probablement moins de saisines auprès de la MDPH si les aménagements étaient plus effectifs et que l'école était vraiment inclusive, c'est-à-dire qu'en gros, on avait presque a priori la culture de l'adaptation qui soit mieux pensée dans l'éducation nationale. Ce sont des situations qu'on voit et je rejoins tout à fait votre analyse. C'est qu'au bout du compte, il y aurait moins de recours devant la MDPH si de fait le système était plus inclusif et ne nécessitait pas d'y passer. Oui, on voit. Mais après, pour nous, c'est plus difficile. La question des taux, nous, on ne peut pas les contester. Je veux dire, c'est un avis médical et on ne conteste pas la partie avis médical. Voilà. Mais on est frappé par ça et du fait que c'est en plus mal compris par les familles. Je ne vois pas très bien la justification. Sur l'enseignement supérieur, en fait, en gros, on voit que la scolarisation des élèves en situation de handicap a été d'abord le primaire, ensuite le collège qui a été irrigué, puis on voit déjà au niveau du lycée qu'il y a des premières barrières, avec des difficultés d'orientation. Le collège unique, c'est plus simple, il y a plein de points de repère. Ensuite, lycée professionnel, EREA, établissement régional d'enseignement adapté. Est-ce que, voilà, et puis après l'enseignement supérieur, on a d'autres dispositifs d'accompagnement. Est-ce que là-dessus, sur ces volets-là, après le collège, vous avez aussi le sentiment qu'on a un décalage et une montée en puissance qui se fait plus difficilement dans la continuité de l'évolution des enfants? Sur l'enseignement supérieur, on est très frappé. On a été très régulièrement saisis et plutôt de plus en plus de jeunes qui avaient eu tout un système d'adaptation pendant toute leur scolarité et qui, quand ils arrivent à l'université, ça leur est refusé. Alors, c'est des choses sur lesquelles on aboutit assez facilement en médiation avec l'université en question. Très souvent, il suffit de quelques échanges pour rappeler la question de l'aménagement raisonnable et ça se met en place. Mais on est frappé de la première difficulté que ces jeunes rencontrent à l'université. Et toujours avec l'argument qui est quand même assez étonnant, mais vous allez être avantagé, par exemple, pour la question des 10, si vous avez un ordinateur avec un correcteur d'orthographe. Ça, quand même, enfin, je veux dire, c'est pas un avantage, le handicap. Il faut quand même à chaque fois préciser ça. Mais c'est des choses sur lesquelles on arrive à avancer. Mais on a été frappé à un moment, et les jeunes aussi, du fait que ça marchait relativement bien pour un certain nombre de situations dans la scolarité et pas au moment de l'arrivée à l'université. Mais je vous dis, là, la nouveauté du printemps, c'est pour le bac et pour des examens à l'université, alors que ça avait été accepté. Et ça, honnêtement, pour nous, on a du mal à expliquer pourquoi. Voilà. Et l'argument vraiment avancé, c'était « mais vous réussissez, donc vous n'en avez pas besoin ». Alors qu'ils réussissent parce qu'ils ont l'adaptation. Et donc, au contraire, ils sont la preuve vivante que ça vaut le coup d'adapter. Voilà. Une dernière remarque, c'est pour les jeunes qui peuvent suivre un peu quand même leur projet, parce que le nombre de jeunes qui ont une orientation dont c'est pas le souhait, mais parce qu'on se dit que c'est de fait il y a un handicap, donc ils n'y arriveront pas, donc on cherche même pas à leur permettre de réussir et de suivre eux leur rêve, j'ai envie de dire, comme n'importe quel autre jeune, quoi. Voilà pour cette audition de Claire Hédon, défenseur des droits, sur les questions de santé mentale et de handicap. À très bientôt sur LCP.